Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Table des abréviations. Introduction. Dans la célèbre trilogie qu'il consacra à la technique, Jacques Ellul établit avec érudition l'omniprésence de la technique dans nos sociétés. Il constate qu'il n'est point d'activité matérielle ou intellectuelle de laquelle la technique est exclue. Celle-ci marque tout de son empreinte. Il n'est plus rien qui ne soit technique. Existe ainsi une technique publicitaire, une technique de maçonnerie, une technique de séduction, une technique militaire, une technique de chant, une technique de production, une technique pédagogique, une technique de calcul, etc. Dans notre civilisation, la technique n'est plus limitée en rien, elle s'étend à tous les domaines et elle recouvre toute activité et toutes les activités de l'homme. Non contente de s'être immiscée dans tous les domaines, la technique les innerve en profondeur, remodelant entièrement leurs fonctions, leur structure, leur exercice, leur rapport. Ainsi toutes les activités humaines ont-elles été modifiées de façon importante par cette présence massive de techniques. Qu'elles soient professionnelles ou non, ludiques ou lucratives, toute activité est dorénavant dotée d'un solide arsenal technique et exige la maîtrise d'une technicité finement élaborée. Dès lors, la technique imprime sa logique à toute la société, elle génère un modus vivendi de l'ère technique, véritable changement de civilisation dont les aspects sont visibles jusque dans la vie quotidienne. C'est ainsi la civilisation tout entière qui est pétrie par la technique. À tel point que l'on peut dire aujourd'hui que avant d'être une société de consommation, de communication ou de loisirs, notre société est une société technique ou technicienne, la consommation, la communication ou le loisir reposant eux-mêmes sur des techniques particulières. Nous voyons cet extraordinaire événement, qui semble n'étonner personne, formulé fréquemment en désignant la civilisation technique. La formule est exacte, il faut en mesurer l'importance. Civilisation technique, cela signifie que notre civilisation est construite par la technique, fait partie de la civilisation uniquement ce qui est l'objet de technique, qu'elle est construite pour la technique, tout ce qui est dans cette civilisation doit servir à une fin technique, qu'elle est exclusivement technique, elle exclut tout ce qui ne l'est pas ou le réduit à sa forme technique. Dans cette civilisation technique, la spécialisation est désormais le maître mot. Chaque discipline, chaque activité, chaque profession, chaque sport, etc. s'est forgé des techniques si précises et si pointues qu'il faut en être spécialiste pour en avoir une maîtrise correcte. Et le spécialiste est un technicien. Il est celui qui sait être efficace dans son domaine, parce qu'il choisit la technique la plus appropriée à l'objectif qu'il se propose de réaliser, parce qu'il en connaît le maniement matériel ou intellectuel, parce qu'il peut parfois perfectionner lui-même la technique qu'il met en œuvre. Le technicien s'oppose par là même aux utilisateurs lambda, qui même s'ils manient une technique, n'ont souvent pas une idée bien nette de sa complexité ni de toutes ses potentialités. Par sa précision et par la multitude des formes qu'elle revêt, la technique devient ainsi le moteur et le fondement de nombreuses activités humaines et le gage d'efficacité et de rentabilité de ces activités. Tout problème nouveau appelle donc logiquement, quel que soit le domaine où il éclot, l'intervention d'un technicien spécialisé, puisque personne d'autre que lui n'est en mesure de déployer toute l'efficacité qu'exige la résolution de ce problème. Que ce soit la panne d'un ordinaire ou le déficit financier d'une entreprise, c'est au technicien, informaticien ou expert financier, que l'on aura recours pour résoudre le problème. De cette façon, toute technicité est largement déléguée à quelques individus hyperspécialisés. Le technicien s'est dès lors érigé en figure incontournable de notre société. Tout domaine d'activité a son cercle d'experts et de spécialistes, plus ou moins fermé, qui regroupe ceux qui savent manier la technique par opposition à ceux qui ne savent pas. Et lorsque le spécialiste a parlé, on ne peut qu'acquiescer. Aucune objection du profane n'est recevable. Si le savoir a toujours conféré une certaine aura sociale, la technique donne à chacun la possibilité d'acquérir un domaine de connaissance précis, dans lequel il rayonne par l'efficacité dont il sait faire preuve, ce qui peut, en certaines circonstances, flatter son ego. On assiste ainsi à une espèce de division du travail social, poussée jusqu'à sa dernière logique. Le constat. Peut-on dresser un constat identique dans le domaine juridique ? Une réponse affirmative est spontanément apportée. L'idée que le droit est façonné par des techniques particulières, voire qu'il est lui-même une technique,
ne semble plus guère soulever de contestation sérieuse. Le constat est régulièrement renouvelé par la doctrine juridique, qui ne manque jamais d'en recenser les conséquences ni d'en sonder les profondeurs. Deux exemples souvent relevés appuient l'assertion. Depuis plusieurs décennies maintenant, la multiplication des branches du droit et la spécialisation grandissante des juristes sont mises en avant. Le droit est entraîné dans le courant moderne de la spécialisation des connaissances et des disciplines. Cette spécialisation croissante s'explique avant tout par la technicité grandissante du droit. Les règles de droit deviennent si minutieuses et si nombreuses que le juriste, pour maîtriser les normes touchant à son domaine de spécialité et y être efficace, doit restreindre ce même domaine et n'étudier qu'une portion infime des règles de droit, qu'il a déjà bien du mal à connaître parfaitement tant elle est complexe et évolutive. On déplore parfois l'absence de grandes synthèses doctrinales telles qu'elles germaient au début du XXe siècle sous la plume des Oriou, Plagnol, Duguy, Génie, etc. Mais cette disparition ne tient pas au fait qu'il n'y aurait plus de grands juristes. Elle s'explique avant tout par le développement de la technique juridique. Ce développement a en effet provoqué deux facteurs déterminants dans la disparition des œuvres doctrinales et traitées de grande ampleur. Concrètement, la technique juridique s'est tant développée et étendue qu'elle empêche le juriste d'appréhender l'ensemble de l'ordre juridique d'un regard circulaire. L'édifice technique est trop vaste pour être saisi par la pensée d'un seul homme, si bien que la technique juridique décourage ce type d'entreprise doctrinale. Théoriquement par ailleurs, l'attrait d'une telle œuvre doctrinale paraît dorénavant réduit. La technique juridique, et ce point fera l'objet de développements conséquents, induit une obsession de l'efficacité et de l'utilité. Or, quelle pourrait être l'efficacité, le rendement, l'utilité pratique d'une œuvre doctrinale théorique, d'inspiration philosophique, jetant sur le droit une vision abstraite? Elle n'aurait pragmatiquement d'intérêt ni pour les praticiens, ni même pour la formation des étudiants. Le manuel le remplace avantageusement pour ce faire. D'ailleurs, également influencée par la civilisation technicienne, la théorie du droit elle-même a intériorisé cette préoccupation utilitariste, modifiant sensiblement son objet propre. Elle ne recherche plus tant à mettre en lumière une vérité sur le droit, ni moins encore la vérité du droit, qu'à fournir des outils d'analyse concrets aux praticiens. Elle n'est plus spéculative, elle est devenue technicienne et instrumentale. La transformation du langage est aussi très révélatrice du développement de la technique juridique. On relève en effet l'utilisation répétée de termes autrefois absents ou inusuels dans le domaine juridique et qui viennent directement de domaines éminemment techniques. Efficacité, optimisation, régulation, rendement, productivité, rationalisation, gouvernance, impact, programmation, évaluation, performance, opérateur, prévision, etc. Si le vocabulaire dit toujours quelque chose de la façon dont on pense les choses, puisque sa fonction est précisément de nous permettre de les penser, ce vocabulaire technique indique une pensée juridique technicisée qui intègre des préoccupations autrefois absentes et surtout, envisage d'y répondre par des solutions nouvelles, puisque techniques. Le constat de la croissance exponentielle de la technique juridique est assez largement partagé. Or, une analyse même brève de la question permet de montrer que ce constat, souvent dressé à la manière d'une intuition ou d'un présupposé, peut se prévaloir de fondements rationnels. Montrer la réalité de cette idée, c'est-à-dire l'amplification du caractère technique du droit, et établir ses principales causes et conséquences est l'un des enjeux de cette brève étude. Le paradoxe. De ce constat jaillit un inquiétant paradoxe. Ce constat fait comprendre que la question technique est d'une importance capitale. Déterminer si le droit n'est qu'une technique ou s'il contient simplement une dose de technique, dont il faut alors évaluer la quotité, conditionne la manière dont il convient de le penser, de l'enseigner, de le créer, de l'appliquer. Aucun juriste ne peut ignorer cette question parce qu'elle conditionne toute son activité, quelle qu'elle soit. Et de fait il s'y trouve nécessairement confronté puisque théoricien ou praticien, le juriste travaille le droit ou sur le droit. Or le paradoxe réside dans le fait que malgré l'importance qu'elle revêt, cette question demeure étrangement méconnue. La technique juridique est peut-être le grand impensé du droit, bien rares étant les travaux qui lui sont consacrés. La notion demeure elle-même dans une obscurité fâcheuse. La doctrine se penche certes sur les techniques juridiques, qu'elle décrit, explique, commente, critique, etc.
Sur ce point, la doctrine est plus que prolixe. Ce qui est laissé dans l'ombre, ce ne sont pas les techniques juridiques, mais la technique juridique en tant que phénomène propre, autonome, constitué pour ainsi dire en système par la masse de ces techniques particulières et par leur connexion. Ce mouvement d'ensemble, ce phénomène de technicité générale du droit, semble bien délaissé par la doctrine. Ce paradoxe s'explique sans peine. La technique juridique est si prégnante en droit, elle si intimement mêlée à sa structure formelle que le juriste pense que sa connaissance du droit et de ses techniques lui assure la connaissance de la technique juridique dans sa globalité. Toutes les techniques juridiques sont individuellement connues et maîtrisées dans toute leur potentialité, et les analyses qui leur sont consacrées permettent de juger leurs défauts et de les perfectionner. La technique du recours en cassation, du partage de capital d'une société à responsabilité limitée ou de l'insaisissabilité du domaine public sont des techniques étudiées, circonscrites, régulièrement manipulées. Plus aucun mystère ne les habite. Dès lors, on pense, plus ou moins consciemment d'ailleurs, que la maîtrise par les juristes des techniques juridiques garantit la maîtrise de la technique juridique. D'une certaine manière, il n'y aurait même aucun motif pour distinguer les deux objets. L'assimilation paraît néanmoins regrettable. Considérée isolément, chaque technique est certes maîtrisée et cantonnée à des extensions connues et prévisibles. Mais si elle donne l'impression de dévoiler la plénitude du phénomène, l'analyse des techniques laisse au contraire dans l'ombre une part importante de cette réalité qu'est la technique juridique. La connaissance des différentes techniques juridiques et de leur maniement n'équivaut en effet pas à la connaissance de la technique juridique, en tant que phénomène unitaire et systémique, qui englobe toutes les techniques et se nourrit des interactions établies entre elles, de façon à constituer un système propre. En morcelant le phénomène, l'analyse des techniques concourt au contraire à masquer l'omniprésence et l'unité de la technique juridique, qui influence le droit et le juriste dans des proportions considérables. Aussi faut-il commencer par se départir de l'illusion qui consiste pour l'utilisateur d'un outil à s'imaginer qu'il le connaît alors qu'il n'en connaît en vérité que le profit que lui-même, en tant qu'utilisateur ou praticien, peut en retirer. Or, prise comme phénomène global et non à travers ses manifestations individuelles, la technique juridique paraît assez largement ignorée. Il lui manque une systématisation, qui permette d'en forger le concept en l'abstrayant de ses manifestations individuelles, les techniques. Cette approche permettrait de dessiner les traits de ce phénomène profond et structurant. Elle permettrait de sonder aussi bien ses origines que ses évolutions, mais aussi ses conséquences sur l'ordre juridique et sur le juriste, conséquences dont l'importance est telle que l'on peut dire sans exagérer que ceux-ci sont entièrement façonnés par la technique juridique, par sa logique systémique, par ses progrès, par son accroissement, par l'ambivalence de ses conséquences, autant de points qu'il faudra détailler. Cette approche permettrait en un mot d'enserrer la technique juridique dans un système destiné à la pensée en elle-même et au-delà de sa polymorphie, car la technique en tant que concept permet de comprendre un ensemble de phénomènes qui restent invisibles si on se situe au niveau de l'évidence perceptible des techniques. Même aussi partielle que celle qui est présentement proposée, une telle approche éclaire le droit positif d'une lumière qui paraît être d'une prodigieuse fertilité. Négliger le caractère technique du droit risque de mener à une certaine incompréhension du droit contemporain, non pas dans ce qu'il prévoit ou prescrit, mais dans ce qu'il est, dans les déterminismes qui le conditionnent et dans ceux qu'il produit. Le juriste ne peut se dispenser d'une utilisation quotidienne de la technique juridique, son activité tout entière repose sur elle. C'est pourquoi cette utilisation doit être rationnelle, car toute activité doit être consciente d'elle-même et de ses outils, sous peine de perdre toute cohérence et bientôt toute raison d'être. La présente étude de la technique juridique cherche de ce fait à donner un aperçu rapide, et donc trop superficiellement ébauché, de ce phénomène technique en droit. Proposer une définition de la technique juridique, chapitre 1, permettra, en vue de surmonter le paradoxe qui a été relevé, d'établir et d'expliquer d'abord l'accroissement constant de la technique juridique, chapitre 2, avant de porter sur lui une brève appréciation critique, chapitre 3. Chapitre 1er, la notion de technique juridique. Le terme de technique juridique est souvent présent dans le discours juridique, dans la bouche du praticien ou du théoricien, sous la plume du législateur ou de la doctrine. Mais la fréquence de cette utilisation n'est pas un gage de bonne compréhension de la notion.
Les occurrences où elles figurent ne semblent en effet pas révéler un emploi très rigoureux, ni une signification univoque. La notion semble plutôt faire partie de ces expressions dont on pense grossièrement savoir quelle réalité elles désignent, sans pour autant en avoir une représentation nette, aux contours certains. Car dès que l'on s'interroge sur la définition même de la technique juridique, on peine rapidement à en énoncer les propriétés. Aussi consacrer un court chapitre à la définition même de la technique juridique est-il indispensable pour dissiper toute ambiguïté et éclaircir l'objet même de cette étude. De surcroît, ce n'est qu'après avoir donné de la technique une définition générale, que l'on pourra l'appliquer plus particulièrement à la technique juridique, avant de différencier celle-ci de la méthode juridique, 3. 1. Approche générale de la technique. Après avoir proposé de la technique une définition A, on pourra mettre en avant le critère par lequel se juge sa qualité, l'efficacité, B. À proposition de définition de la technique. De manière générale, et si l'on veut appréhender la notion sans se restreindre au droit, on peut dire qu'une technique est d'abord un moyen ou un ensemble de moyens permettant d'atteindre directement une fin. Le fameux dictionnaire philosophique d'André Lalande nous apprend que la technique est un ensemble de procédés bien définis et transmissibles, destinés à produire certains résultats jugés utiles. Une technique est donc une coordination de moyens, destinés à la production d'un certain résultat. La technique est une organisation de moyens par eux-mêmes indifférents, en vue de fins utilitaires. Ainsi de la technique militaire. En tactique, les moyens sont les forces armées employées au combat et la fin est la victoire de l'engagement. Il en va semblablement de la propagande, technique scientifique qui, tant par une action continuelle que par l'utilisation rationnelle et méthodique de certains moyens, a pour but de provoquer l'adhésion des masses à une idée ou à une doctrine, d'obtenir le soutien de leur opinion, voire de les engager dans une action déterminée. Par conséquent, une activité est dite technique lorsqu'elle est exécutée à l'aide d'une technique, c'est-à-dire par application de moyens déterminés, outils à utiliser, ordre des opérations successives à réaliser, etc., dont la combinaison permet d'atteindre l'objectif recherché. L'opération technique recouvre tout travail fait avec une certaine méthode pour atteindre un certain résultat. Max Weber juge en ce sens que la technique d'une activité est dans notre esprit la somme des moyens nécessaires à son exercice, par opposition au sens ou au but de l'activité qui, en dernière analyse, en détermine, concrètement parlant, l'orientation. Plusieurs caractéristiques sont unanimement révélées par cette approche liminaire de la technique. 1 degré, un ensemble de moyens coordonnés. En premier lieu, une technique est la réunion et l'organisation coordonnée de moyens et de procédés. La technique se comprend ainsi comme choix, comme organisation et comme usage des moyens propres à la réalisation de fins. Une technique est donc une réunion de moyens ou procédés. Elle est plus exactement une sélection, parmi tous les moyens et procédés existants, des moyens et procédés à retenir pour accomplir telle ou telle opération parce qu'ils sont plus efficaces que les autres. Mais cette sélection n'est pas seulement un conglomérat de moyens ou procédés. Ces derniers sont également agencés les uns par rapport aux autres, afin de s'articuler ensemble et de se compléter utilement. La chaîne technique n'est pas la concaténation d'opérations en soi indifférentes dont seuls les résultats compteraient ou seraient importants, mais elle apparaît bien plus comme un chemin dans un réseau préexistant de moyens disponibles. Les exemples peuvent être puisés tout d'abord dans le travail manuel. Un menuisier a acquis une certaine technique lorsqu'il sait que, en effectuant tel geste avec tel outil, il obtiendra tel effet sur le bois, et il maîtrisera parfaitement la technique de la menuiserie lorsqu'il connaîtra l'ensemble des procédés, c'est-à-dire des outils à employer et des gestes à faire pour réaliser l'objet qu'il se propose de mettre en forme, et lorsqu'il possédera le savoir-faire lui permettant d'exécuter correctement ses opérations techniques. Mais la technique ne doit pas être réservée au domaine matériel et notamment, ne doit pas être réduite à la machine. Toutes les techniques ne reposent pas en effet sur des procédés matériels. Un étudiant en droit qui apprend la méthode du commentaire d'arrêt acquiert une technique, composée de l'ensemble des moyens d'appréhension et d'analyse lui permettant de comprendre la décision de justice, d'en rendre compte, de l'apprécier et de la mettre en relation avec l'ensemble de la jurisprudence et de la réglementation qui lui préexiste.
Une méthode est finalement une technique de raisonnement, car elle consiste bien à organiser certains moyens et procédés, intellectuels, en vue d'une fin déterminée. La technique est ainsi une coordination de moyens et procédés, intellectuels ou matériels. Encore faut-il préciser que cette coordination s'opère toujours en vue d'une certaine fin. 2. La recherche d'une certaine fin. En second lieu donc, la technique est toujours conditionnée par une certaine finalité et ne se conçoit que dans cette perspective téléologique. Une technique, si abstraite soit-elle, recèle toujours une finalité virtuelle qui précisément est la conséquence du fait qu'elle a été créée en vue de produire un résultat utile nettement déterminé. Il faut bien se persuader en effet qu'une technique ne fonctionne jamais à vide. L'esprit humain ne crée pas pour le seul plaisir d'innover. Il n'invente toujours qu'en fonction d'une utilité déterminée, d'un besoin à satisfaire. Le groupement de moyens qui la constitue ne peut se concevoir et s'analyser que par rapport à la finalité qui lui est assignée. Puisque la technique permet d'atteindre une certaine fin, les moyens et procédés dont la coordination sera désignée comme une technique ne se comprennent qu'à raison de la fin visée. En ce sens, la technique est utilitariste. Les moyens sont des ponts pour atteindre les fins. La fin explique surtout la synchronisation dont ces moyens et procédés font l'objet. En effet, c'est la fin qui non seulement conditionnera le choix des moyens, mais qui, de surcroît, présidera à leur agencement. Si l'on décide d'adjoindre tel procédé à la mise en œuvre d'une technique, si l'on recommande l'usage de tel outil pour exécuter telle œuvre, ce n'est que parce que la finalité recherchée sera mieux réalisée par l'usage de ce procédé ou de cet outil que par l'utilisation de tout autre. Il en va de même du protocole d'action, c'est-à-dire de la chronologie à respecter pour mettre ces moyens en œuvre. Si le menuisier effectue telle action avant telle autre, s'il équarrit le bois avant de le polir par exemple, c'est parce que l'objet qu'il veut réaliser nécessite que l'ordre des opérations soit effectué en ce sens, et non dans un autre. L'ensemble de ces questions entre donc dans la composition d'une technique. Dans son acception la plus large possible, la technique se définit comme un ensemble de procédés employés pour produire une œuvre ou obtenir un résultat déterminé. L'aspect instrumental de la technique est donc fondamental. La technique, c'est la mise en œuvre de moyens au service d'une fin résultant d'une intention volontaire. Le caractère finalisé de la technique est primordial. Il permet notamment d'établir l'étalon de mesure de la qualité technique, l'efficacité. B. L'efficacité comme critère de la technique. 1. L'efficacité. Qu'est-ce exactement que l'efficacité ? L'efficacité parfaite est la concordance exacte entre une fin souhaitée idéalement et une fin obtenue réellement. Est efficace la chose qui réalise parfaitement ce en vue de quoi elle a été créée. Les outils les plus efficaces sont ainsi ceux qui réduiront le plus l'écart entre le résultat projeté par l'utilisateur et le résultat effectivement obtenu. L'efficacité d'une technique est donc sa capacité à remplir le plus parfaitement et le plus rapidement possible le résultat en vue duquel elle a été conçue. Plus précisément, l'efficacité mesure le degré auquel les moyens déployés par cette technique parviennent à atteindre la fin espérée, c'est-à-dire l'écart qui existe entre le résultat produit à l'aide des moyens employés et le résultat que l'on avait en vue. Autrement dit, la fin souhaitée constitue d'une certaine façon un modèle idéal posé comme but, qu'on détermine sur un plan théorique et auquel, une fois qu'il est établi, doit se soumettre la pratique. Et pour faire passer ce modèle dans les faits, on recourt à une technique, c'est-à-dire un ensemble de moyens et procédés, dont l'efficacité sera la capacité plus ou moins grande à transcrire le modèle dans la réalité. Il faut donc bien distinguer efficacité et effectivité. L'effectivité est, comme l'indique l'étymologie, ce qui produit des effets, ce qui existe réellement, par opposition à ce qui n'est que possible. Une technique est effective dès lors qu'elle produit des effets. Mais elle ne sera efficace que si les effets produits atteignent bien le résultat pour lequel elle a été créée. L'efficacité suppose donc l'effectivité. Une technique ne pourra pas être efficace, atteindre ses objectifs, si elle n'est pas effective, si elle ne produit pas d'effets. Si une technique ne produit aucun résultat, si elle est privée d'effectivité, il n'y a aucune chance pour qu'un résultat produit, qui n'existe pas par hypothèse, concorde avec la fin désirée. Mais une technique effective, qui produit des effets,
n'est pas pour autant efficace si ses effets échouent à produire le résultat escompté. 2 degrés l'efficacité, étalon de mesure de la qualité technique. Ainsi définie, l'efficacité apparaît comme l'étalon de mesure de la qualité technique. La technique étant une coordination de moyens en vue d'une certaine fin, la technique n'ayant point d'autre objet que de permettre la réalisation d'une fin en déterminant et en articulant les moyens les plus aptes à cette réalisation, elle est jugée uniquement au regard de sa capacité à remplir sa fin, c'est-à-dire à l'aune de son efficacité. Elle serait en effet dépourvue d'objet, si elle ne parvenait pas à remplir cette fin. À l'inverse, une technique inefficace est une technique qui ne permet pas d'atteindre la finalité pour laquelle elle a été conçue. Entre ces 2 extrêmes que sont l'efficacité et l'inefficacité, il existe tout un panel de possibilités. Une technique n'est jamais pleinement efficace ou totalement inefficace. Elle oscille entre ces 2 pôles, elle figure toujours sur l'échelle qui va de l'un à l'autre. La qualité de la technique sera donc évaluée au regard de sa place sur cette échelle de l'efficacité. Plus une technique sera efficace, plus elle sera une bonne technique, moins elle sera efficace, plus elle sera une mauvaise technique. Toute autre considération cède devant ce critère de l'efficacité. La technique est réfractaire au jugement moral, à la question de la légitimité ou à la critique idéologique. La technique étant éthique parce qu'elle remet en cause l'idée même que des références morales ou éthiques puissent la juger. Ce qui permet d'en jauger la qualité, c'est l'efficacité, c'est-à-dire l'adéquation entre les effets produits par les moyens déployés et la fin désirée. Il n'y a là qu'une donnée pragmatique, que la technique admet car elle est tirée de sa propre logique de fonctionnement. Max Weber l'exprimait en ces termes. Aussi longtemps que la technique... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.